Pour le prochain talk, je suis ravi d'accueillir Nicolas et Christopher. C'est un talk où c'est eux, ils vont rentrer dans les détails, mais ils ont changé la manière dont ils s'organisaient au sein de Meilleur Agent. Ils viennent vous faire un retour, encore une fois, très concret, très terrain de ce qu'ils ont vécu. Et ce qui est intéressant avec ce talk, c'est que vous allez avoir à la fois le côté technique avec Nicolas, qui est CTO chez Meilleur Agent, et Christopher, qui est lead PM également chez eux. Je leur laisse la parole tout de suite. Merci. Bonjour à tous. C'est impressionnant. En tout cas, moi, j'ai un petit moment de stress de début de présentation. Il y a quand même beaucoup de monde. Donc, on est ravis que vous soyez là. L'idée est simple, c'est de vous faire un retour d'expérience, en effet, sur un changement d'organisation qu'on a fait, avec une idée qui était de piloter nos équipes par l'impact, par des objectifs chiffrés, des OKR. Et donc l'idée, c'est de vous partager ce retour d'expérience après quelques mois d'expérimentation. Ça fait environ 9 mois qu'on a procédé à ce changement. Et de vous donner quelques tips, des choses qui ont marché, des choses qui ont moins bien marché pour nous. Et peut-être l'envie à la fin de cette présentation de tenter quelque chose et d'essayer de changer des choses chez vous également. Dans tous les cas, on sera disponible à la fin de cette présentation. Si vous voulez rentrer plus dans le détail sur un certain nombre d'éléments, on fera ça avec plaisir. Voilà, donc bonjour, ça c'est nos photos, mais on a déjà été présentés. Alors, Meilleurs Agents. Le but, c'est pas de vous présenter et de passer trop de temps à vous présenter ce qu'on fait, mais il y a un certain nombre de caractéristiques, à la fois sur notre business, à la fois sur un certain nombre de chiffres, qui, vous le verrez, ont de l'impact derrière sur les décisions qu'on a prises et certaines difficultés ou certains succès qu'on a pu rencontrer. Donc, on est une plateforme qui a un objectif simple, qui est de mettre en relation deux populations. D'un côté, des particuliers qui ont un projet immobilier, de l'autre des agences immobilières, et c'est parfois deux populations qui ont du mal à se rencontrer. Donc ça, c'est le problème qu'on essaye de résoudre. Et un certain nombre de caractéristiques qu'on voulait vous partager, c'est une entreprise Meilleurs Agents, donc on dit qu'on est encore une start-up, mais on a 10 ans, qui a eu une phase de croissance importante pendant 7 ans, et une phase d'hyper-croissance depuis 3 ans, donc un certain nombre de changements pour nous, notamment sur la croissance des équipes, etc. Pas mal de trafic côté grand public, on a environ 1,5 million de visiteurs uniques tous les mois, et 10 000 agences immobilières qui sont clientes de notre service. Voilà, donc on vous partage ces chiffres, vous le verrez par la suite, ça peut avoir un certain nombre de conséquences sur ce qu'on a essayé de faire en termes d'organisation. Deux produits signatures qui reflètent assez bien ce qu'on fait, donc on est connu pour être un acteur qui fait de la data dans l'immobilier. Donc en fait, on passe beaucoup de temps à faire de l'engineering, du data engineering pour avoir la meilleure donnée possible sur ce marché de l'immobilier, et la mettre en forme de manière intelligible et gratuitement pour nos utilisateurs sur le site. Pour certains d'entre eux qui veulent aller plus loin dans l'expérience et notamment préparer leur projet ou se faire aider par une agence immobilière, ils ont la possibilité de contacter cette agence, toujours avec le même principe de data, des algos de recommandation qui vont permettre de recommander la meilleure agence immobilière pour le projet de ce particulier. Alors, comme le disait Nico, en fait, quand on a eu l'idée de faire ce changement d'organisation, on était plutôt dans la partie haute de ce slide. On s'est dit, on a une organisation A, on est mûr, on passe à l'organisation B. C'est une ligne droite, dans 3 mois, c'est fait. C'était un peu l'espoir. La réalité, c'est que comme tout changement, c'est suivi une grosse phase de chaos. Un chaos qui est assez positif, qui nécessite de réarbitrer régulièrement ses décisions. Ce qui est important, c'est qu'on n'est pas complètement sorti. Donc aujourd'hui, on vous fait cette présentation, mais l'idée, c'est pas d'être dogmatique et de vous dire voilà, on a une nouvelle méthode, c'est les impact teams, ça va marcher comme ça. C'est plutôt de vous dire ce qui n'a pas marché quand on a essayé le changement, ce qui a bien fonctionné et ce qu'on met en place pour essayer de le corriger. Dans l'espoir que ça vous permette aussi, vous, si vous essayez cette méthode, d'accélérer, d'aller plus vite. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est posé la question de mettre en place des impact teams ? La première raison, c'est qu'on a voulu augmenter l'implication des équipes, parce qu'on s'est dit que les gens travaillent mieux quand ils sont tous à pousser derrière un même objectif. Donc on a voulu fournir un objectif qui était chiffré comme ça on peut sanctionner le fait qu'il est atteint ou non, et ce qui va permettre à toute l'équipe de s'organiser pour atteindre cet objectif. Les objectifs, il y en a plusieurs types chez nous. Il y a des objectifs qui sont très macro. Nico le disait, on est une plateforme, donc on a un objectif un petit peu pour toujours de mettre en relation deux populations. Donc il peut y avoir un gros objectif de on améliore la conversion de notre plateforme. Il peut y avoir des objectifs aussi beaucoup plus micro, qui sont beaucoup plus liés à un projet. Il y a un bout de parcours qui ne fonctionne pas et on veut essayer de l'améliorer, donc on va concentrer une équipe sur le sujet. Donc voilà, quand on parle d'objectifs, ce n'est pas que des grands objectifs à 1 an d'entreprise, ça peut varier, ça peut être des choses à 1 an ou des choses beaucoup plus court terme. Évidemment, quand on a voulu mettre en place cette méthode, je pense que dans la salle, beaucoup d'entre nous connaissent ça, on a voulu passer du moment où on est le 2 janvier, on revient des vacances de Noël, on a une roadmap de 45 projets, on se revoit le 1er février, la roadmap, on sait qu'on ne la tiendra pas, mais on s'accroche, on insiste.
Et finalement, l'objectif devient de courir après cette roadmap et pas d'atteindre nos objectifs. Et donc ça, on voulait essayer de casser un petit peu ce mode-là. On voulait lancer moins de projets, moins de fléchettes. Par contre, essayer de tirer plus droit et plus juste, régulièrement. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est posé ces questions de changer. Bon, il y avait un autre sujet, moi ça me tenait particulièrement à cœur en tant que CTO de cette boîte, c'est que on passe énormément de temps à recruter des gens, on essaye de recruter des talents, on essaye vraiment d'investir pour construire des équipes. Et finalement, notamment quand vous faites de la tech, vous avez un sentiment parfois qui est vraiment d'être en bout de chaîne. Et être en bout de chaîne, ça veut dire plutôt avoir l'impression d'exécuter les idées des autres et pas forcément d'être partie prenante de la phase de réflexion et de la phase de, finalement, si on s'est fixé un objectif, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour atteindre cet objectif? Et donc, du coup, moi, j'avais souvent un problème un peu de sens et de donner du sens à mes équipes sur ce qu'ils sont en train de construire au quotidien. Et c'était aussi une des volontés de ce changement et de ce changement d'organisation, c'est d'avoir des équipes au quotidien qui, à la fois, étaient dans la phase d'exécution, parce que c'est parfaitement normal dans nos métiers, mais également qui aient l'occasion de contribuer à l'atteinte de ces objectifs et donc du coup d'avoir de l'impact au quotidien sur l'entreprise, non pas seulement en faisant leur métier de développeur, leur métier de DevOps pour ceux qui font ça dans les équipes, mais également sur cette phase de réflexion. Voilà. Et ça, ce sens, c'est vraiment quelque chose qu'on a essayé de chercher en se disant finalement, je pense pour beaucoup d'entreprises dans la salle aujourd'hui, et pour nous c'est également vrai, je pense qu'on réussira sur ce marché si on arrive à construire les bonnes équipes, si on arrive à faire en sorte qu'à moyen terme les gens se projettent chez nous. Et une bonne façon de faire ça, c'est probablement d'avoir un peu plus de sens dans le métier et dans le quotidien de ce qu'on va faire. Autre chose, c'est un changement qui est important. Pour autant, on avait déjà un certain nombre de prérequis, on faisait pas mal d'agile, etc. Il y avait déjà des choses qu'on faisait chez nous. Mais je crois que quand on décide de changer, quand on décide de pivoter une organisation, il ne faut pas faire ça à n'importe quel moment dans une phase de croissance. Il faut bien réfléchir à savoir quand est-ce que c'est le bon moment d'opérer ce changement. Pour nous, il y avait deux caractéristiques qui étaient intéressantes. La première, c'est qu'on avait déjà une masse critique en termes de taille d'équipe. C'est-à-dire qu'on avait déjà fourni un effort de recrutement, on avait déjà splitté des équipes en feature team, on avait déjà procédé à un certain nombre de choses. Donc à ce moment-là, quand on a fait le changement, on avait déjà une équipe qui faisait du data engineering, de la data science, on avait déjà deux équipes qui travaillaient plutôt sur le côté plateforme web, mais c'était déjà quelque chose qu'on avait fait, encore une fois, avec un premier effort de recrutement. Et je pense que c'est important de le partager, parce que si certains d'entre vous ont envie de pivoter leur organisation, je ne crois pas qu'à n'importe quel moment dans la phase de l'entreprise, ça soit forcément opportun de le faire. En tout cas, pour nous, c'était plutôt, on s'est dit qu'en termes de timing, c'était le moment d'opérer ce changement si on voulait y aller. Donc Nico en parlait, en fait, il y a eu des prérequis techniques et prérequis méthodologiques. Bon, la première chose, c'est qu'on était quand même assez mature sur l'agilité, le lean. On était à notre 50e sprint. Donc c'était rodé cette partie-là, l'amélioration continue, les rituels, etc. étaient déjà en place. C'était pas le Big Bang où on a voulu mettre et l'agile et en même temps changer l'orga. Il y a aussi quelque chose qui est très important chez nous, qui est qu'on a mis en place une méthode qu'on appelle hypothèse, mesure, conclusion. En fait, quand quelqu'un dans une équipe a une idée, on essaie de convertir cette idée en hypothèse qu'on va aller valider en équipe en obtenant de la mesure qualitative, quantitative et conclure et repartir dans un cycle. Et donc on est capable en fait de recevoir des idées et de les traiter dans l'équipe. Il y a des suites de capacités à mesurer, on a un plan de mesure, on utilise Google Analytics. Si vous vous promenez sur notre site, partout où vous cliquez, on a l'information. Donc du coup, on est capable d'avoir cette data très facilement. Il n'y avait pas ça à mettre en place, c'était déjà là. Et le dernier élément, alors qui peut être un peu à contre-courant, puisqu'on parle beaucoup du remote, du travail à distance, des équipes qui sont plutôt dispersées. Alors nous, on a des équipes qui sont colocalisées. D'une part parce que la culture de l'entreprise s'est créée avec des équipes colocalisées et donc du coup l'information aujourd'hui est plutôt dans les murs de l'entreprise, et aussi parce qu'on s'est rendu compte que pour rendre une équipe autonome et pour qu'elle prenne des décisions le plus vite possible, c'était beaucoup mieux quand l'équipe était finalement autour de la même table. On a changé de locaux récemment, dans nos anciens locaux l'équipe tenait pas autour d'une table, donc il y avait 2 mètres qui nous séparaient d'un bout de l'équipe. C'est assez marrant, on prenait les décisions moins vite que maintenant où on est tous à la même table. C'est un point qui est vraiment important pour nous. De la même façon, il y avait un certain nombre de prérequis techniques qui, je pense, sont importants si vous voulez piloter vos équipes de cette manière. Le premier, c'est que, et vous le verrez par la suite, on insistera bien là-dessus, finalement, on a vraiment 2 phases de travail qui sont assez différentes. Des phases dans lesquelles on veut mener des tests très rapidement. Le but, c'est de valider une idée simplement. Et des phases dans lesquelles on va vouloir industrialiser des choses, c'est-à-dire des tests qui ont été concluants, qu'on va vouloir passer à l'échelle. Évidemment, si vous voulez faire des tests, il va falloir itérer vite, il va falloir pousser souvent du code en production, il va falloir souvent réaliser des features. Si vous n'avez pas de moyen de contrôler que ce que vous faites se fait dans un cadre qui est sécurisé, c'est-à-dire que vous n'allez pas casser tout le reste de votre plateforme, de votre site, etc.,
vous allez avoir un certain nombre de problèmes, et notamment pour apprendre, ça va être compliqué. Donc première chose et premier point important, avoir un harnais de test automatisé. Alors il y a plein de techniques différentes, les tests unitaires, les tests fonctionnels, je suis sûr que vous en parlez tous les jours dans vos équipes. En tout cas, c'est quelque chose qui est particulièrement important si vous voulez vous assurer de la qualité de vos tests et de votre vitesse d'exécution. Deuxième point, alors nous on a une chance chez Meilleurs Agents, c'est qu'on a beaucoup de trafic sur la plateforme, et du coup avoir beaucoup de trafic, c'est très intéressant pour pouvoir faire de l'A/B test. On peut tester à peu près tout ce qu'on veut. Donc évidemment, on va plus loin en termes d'A/B testing que simplement changer la couleur d'un bouton ou un wording. On fait vraiment de l'A/B test de feature contre feature. C'est-à-dire, par exemple, je vais refondre l'annuaire des agences chez Meilleurs Agents. Je vais proposer une nouvelle version. Je vais d'abord la déployer à 10% de mon trafic. Je vais vérifier un certain nombre de mesures, de KPI, etc. Et si tout se passe bien, progressivement, je vais augmenter le pourcentage de mon trafic qui va voir cette feature jusqu'à ce qu'éventuellement ça soit concluant et que j'ai 100% de mon trafic sur la nouvelle. Donc ça, pareil, d'un point de vue technique, si vous entendez vos équipes techniques parler de ce genre de sujet, si vous parlez d'un framework, si vous parlez d'un outil, en fait, c'est des caractéristiques qui sont très intéressantes pour mener ces tests. Et donc, nous, on a investi là-dessus. Alors, pour le coup, on n'a pas utilisé de produits du marché. On a développé quelque chose d'assez simple. Mais dans le quotidien des équipes, c'est vraiment des réflexes qu'il y a et que, du coup, on partage avec les PM. On a cette possibilité et c'est un vrai asset pour aller vite et pour apprendre de nos tests. Troisième point, donc, qui est un corollaire du premier. Si vous n'avez pas la capacité à déployer le plus souvent possible votre code, c'est-à-dire pour nous, c'est des fois 10 fois par jour, 12 fois par jour, enfin autant de fois qu'on en a besoin, finalement, vous allez perdre un temps très important à déployer à la main, à configurer des choses, etc. Et si vous, encore une fois, si vous n'avez pas cette vitesse d'exécution pour pousser vite vos tests, finalement, la durée de l'apprentissage va être plus longue. Alors le dernier point, la dernière fois qu'on a fait cette présentation, on nous a dit, est-ce que vous êtes sûr que c'est un prérequis? Donc j'en suis plus très sûr, mais en tout cas, on a noté quelque chose d'intéressant, c'est que quand vous avez des équipes, et notamment des équipes techniques, qui sont adaptables et qui sont capables de passer d'un sujet à l'autre, c'est une caractéristique qui est importante quand vous voulez les piloter par de l'impact et par des objectifs chiffrés, parce que vous avez la possibilité de changer assez vite, et notamment de travailler à plusieurs endroits de cette plateforme. Donc un exemple très concret, quand on parle de taux de conversion entre des particuliers d'un côté et des agences immobilières de l'autre. Pour atteindre cet objectif, des fois, vous allez avoir des développeurs qui vont devoir travailler sur un site web grand public, et de l'autre côté, sur un outil qu'on met à disposition de nos clients agences immobilières, qui est plutôt un outil en SaaS, qui d'ailleurs ne sont pas développés exactement de la même manière en termes de framework, en termes de techno, etc. Soit vous avez des équipes ultra spécialisées, et du coup vous allez avoir l'équipe qui travaille pour l'outil sur les agences, l'équipe qui travaille sur le site web, mais du coup vous allez passer beaucoup de temps à les synchroniser pour coordonner ce qu'ils font, etc. Soit vous avez la possibilité en fait d'avoir un dev qui peut intervenir un peu sur le site, qui peut aller travailler un peu sur l'outil pour l'agence, et finalement à la fin c'est un gain de vélocité qui est intéressant. Et en tout cas, nous, sur ce mode de pilotage de nos équipes, on a noté que c'était vraiment quelque chose qui était intéressant et qu'on voulait conserver. Alors après, sur la terminologie, on nous demande aussi souvent, mais pourquoi c'est pas des feature teams? Il y a déjà plein de littérature sur différents types d'organisations. Nous, notre conviction, quand on a regardé ce qui se fait avec les feature teams, c'est que s'organiser en feature team ne garantit pas qu'on travaillera sur les bons sujets. C'est-à-dire qu'on peut développer plus efficacement avec une équipe autonome, mais des mauvais produits, des produits qui ne vont pas atteindre leurs objectifs. Et donc du coup, on a voulu créer une définition. Nous, les Impact Teams, c'est une équipe pluridisciplinaire, donc on a toutes les compétences, design, produit, dev, pour aller jusqu'à la prod. En responsabilité d'un objectif chiffré, on s'est inspiré des OKR. On ne va pas revenir dessus, s'étaler, il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Mais en gros, c'est un objectif et une métrique qui sanctionne l'atteinte de cet objectif et qui a complète autonomie sur sa façon de l'atteindre. Et donc c'est différent des feature teams pour deux raisons. La première, c'est que c'est pas forcément stable dans le temps. On fait un mercato régulièrement. Tous les 3 mois, on se pose la question, est-ce que les équipes veulent changer? Ce qui permet aussi de diffuser la connaissance entre les équipes. La deuxième chose qu'on a fait aussi, on s'est inspiré des guildes de Spotify, où là, on a les PM qui sont dispatchés dans les équipes, qui se retrouvent régulièrement, les front-end, les back-end, etc. aussi, pour partager ce qu'ils apprennent dans ces équipes. Donc pour s'assurer qu'il y a une bonne diffusion de la connaissance. Parce qu'un des risques, c'est évidemment de créer non plus des silos par métier, mais dans ce cas-là, des silos par équipe. Donc ça, on peut le casser assez facilement. Ça a évidemment demandé beaucoup de changements pour mettre ça en place, notamment avec notre comité de direction, sur nos façons d'échanger avec eux. Alors, le CODIR, vaste sujet. Bon, déjà, pour commencer, nous, on a eu une chance, c'est que ce changement d'orga et le pilotage de nos équipes par des OKR, on a le CEO de la boîte, à peu près au même moment où on se posait des questions sur notre organisation produit tech, qui lui a souhaité piloter Meilleurs Agents d'une manière générale, avec un certain nombre de grands OKR. Et quand on parle de piloter Meilleurs Agents par des OKR, c'est-à-dire qu'au board, c'est ce qui est suivi en termes de chiffres.
toute la communication de la boîte est pilotée par ça. En fait, c'est une caractéristique qui est vraiment importante parce que c'est un changement qui n'est pas anodin. Et du coup, d'avoir un support du fondateur, du CEO qui dit bah, « moi, c'est comme ça que je veux travailler », c'est déjà une première caractéristique qui est intéressante quand au quotidien, vous devez convaincre petit à petit chaque personne de l'entreprise que c'est une façon de travailler qui est intéressante. Bon, malgré ça, et du coup, je vais faire un disclaimer, moi j'en fais partie de ce CODIR, donc du coup, je suis au même titre que mes collègues solidaires d'un certain nombre de choses qu'on fait. En fait, naturellement, dans un CODIR, on a l'habitude de décider. On a l'habitude d'être plutôt demandeur de choses, et notamment demandeur de features, demandeur d'évolution, etc. Et souvent d'aller assez loin dans le niveau de détail qu'on va demander aux équipes. On ne va pas vous dire qu'on leur demande de développer le bouton bleu en haut à droite, mais des fois on est presque dans ce niveau de débat. Et du coup, en fait, il y a un changement de mentalité, de mindset sur ces sujets-là qui n'est pas anodin, et sur lequel il faut se dire, finalement, notre responsabilité en tant que CODIR, c'est vraiment de fixer des objectifs, éventuellement un key result qu'on veut atteindre, et du coup laisser l'autonomie aux équipes derrière de pouvoir réfléchir à ce plan. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va subitement interdire à un CODIR de proposer des features, des idées, etc. Le sujet, c'est plutôt de trouver l'équilibre entre, de manière égale, des équipes qui peuvent contribuer et proposer des sujets, un CODIR qui peut également proposer ses idées, et finalement, Christopher vous en parlera juste après. La question, c'est comment on fait pour choisir entre ces idées et les mettre sur un pied d'égalité. C'est ça, donc comme disait Nico, ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que là, tout le monde peut contribuer. Évidemment, le CODIR, il ne faut pas se priver de ses idées, mais aussi tous les développeurs, les forces commerciales, absolument tout le monde dans l'entreprise. Donc là, la question, elle change un petit peu. Ce n'est pas forcément qui a raison, c'est comment est-ce qu'on va faire pour scorer ces idées et décider qu'on va commencer par celle-ci ou celle-ci ou celle-ci. Bon, là encore, on n'a pas réinventé la roue, on s'est basé sur le RICE. Je ne sais pas si c'est un outil que vous utilisez ou que vous connaissez, qui est popularisé par Intercom, qui en fait est une multiplication entre le potentiel de reach, l'impact qu'on espère avoir, la confiance qu'on a dans cette fonctionnalité, divisé par l'effort. Ça permet de scorer normalement l'ensemble des projets. Moi, j'avais essayé pendant des années d'appliquer le RICE, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas pour une simple et bonne raison. Je vous prends un exemple chez nous. Si on fait le RICE dans l'absolu, j'ai une population, c'est des visiteurs sur mon site, des particuliers, j'en ai 1,5 million. Donc mon reach, 1,5 million. J'ai des agences immobilières, en France, j'en ai maximum 25 000. Mécaniquement, je viens de déséquilibrer l'ensemble de mes multiplications. L'avantage du coup d'avoir un objectif unique pour l'équipe, c'est que là on va regarder le RICE par rapport à cet objectif. Donc on va mesurer notre potentiel de reach par rapport à cet objectif, d'impact et de confiance. Donc en fait il n'y a pas de magie, ça donne ces tableaux sur lesquels on liste nos projets, on liste les faits qui nous font penser que c'est une bonne idée et qu'on devrait faire ce projet plutôt que tel autre projet. Plus on a de faits, plus notre indice de confiance augmente. Quand l'indice de confiance est très bas, on encadre en rouge, comme vous le voyez ici. Par exemple, là, on a un indice de confiance de 0,2 sur 1, ce qui n'est pas terrible. Et donc là, on se pose un peu la question que vous devez vous poser au quotidien quand vous lancez des fonctionnalités. Est-ce que j'ai besoin d'aller vérifier des choses pour m'assurer que c'est une bonne idée, ou est-ce que mon niveau de confiance est suffisant et je vais ne pas tester? Et donc en fait, on passe notre temps à se poser cette question. Est-ce qu'on a suffisamment de preuves que ça, c'est une bonne idée et que c'est ce qui va atteindre l'impact le plus vite possible, ou non? Et là, du coup, ça peut être des tests de taille différentes et on va prendre la décision, en tout cas en notre âme et conscience, en s'étant posé la question avant, est-ce que là on investit avec un gros risque parce que la confiance est basse, mais on investit quand même, ou est-ce qu'on a besoin de faire des tests au préalable? Et évidemment, il y a toujours ce fameux sujet de l'équilibre au quotidien, qu'est-ce que les équipes vont faire. Donc le cas idéal, ça serait qu'on puisse passer 100% de notre temps à travailler ces OKR et du coup à faire les meilleures features possibles pour atteindre cet objectif. Évidemment, et ça je pense que c'est notre quotidien à tous dans cette pièce, il y a plein d'autres choses à faire et à gérer au quotidien. Alors les bugs par exemple, voilà, très bel exemple de choses qui nous tombent parfois dessus et qu'il va falloir gérer avec plus ou moins d'urgence. On a des bugs, comme je pense partout. La question encore une fois c'est de savoir quel effort on va vouloir y mettre. Est-ce qu'on va tous les traiter ou pas? Donc nous clairement c'est un choix qu'on a fait, on ne va pas traiter tous les bugs qu'il y a, on va juste traiter les plus prioritaires. Mais en fait, il y a toujours un sujet qui est l'allocation du temps des équipes et où est-ce qu'elles vont passer leur temps au quotidien. De la même façon, je vais donner un exemple très bête, je pense que ça vous est peut-être arrivé à certains. Le 4 mai dernier, moi je suis en vacances et je reçois un email de la part de Google qui me dit « les prix de Google Maps augmentent ». Bon, très bien. Voilà, je note cette information dans un coin de ma tête, je me dis que je vais avoir un lundi compliqué le lundi suivant, et puis quelques jours après, je vois les dégâts. Et pour ceux qui ont peut-être joué déjà avec notre site, nous on est un site qui fait de l'immobilier, donc on utilise énormément de cartographie, il y a des cartes absolument partout sur le site. Donc autant vous dire que quand j'ai fait la bête multiplication du nombre d'affichages avec le prix, on a un tout petit sujet de budget sur ce point.
Voilà, et ça, en fait, on aurait pu faire toutes les roadmaps du monde, on aurait pu faire toutes les planifications du monde, se poser toutes les questions possibles et imaginables. En fait, ça arrive voilà, avec une échéance qui est très courte. En plus, le mail disait au 11 juin, il faut que vous soyez prêts, on va changer le pricing. Bon, très bien, à ce moment-là, il faut réorganiser les équipes et accepter le fait que ça, c'est juste pas un OKR, c'est quelque chose qu'il faut faire, parce qu'on a tous des contraintes de budget à respecter, et qu'en l'occurrence, là, c'était un vrai point. Voilà, et donc trouver l'équilibre, ça veut dire toujours se poser la question aussi de ne pas être psychorigide sur j'ai un OKR, il n'y a que ça qui compte, j'ai une stabilité de plateforme à assurer, j'ai un certain nombre de trucs qui me tombent dessus et qu'il faut que je traite, et évidemment, il va falloir gérer le ratio entre tout ça. Et donc on a fait un exercice intéressant, c'est qu'au bout d'un trimestre, donc sur Q1 2018, finalement on s'est dit, au-delà de la théorie, et la théorie voulait qu'on passe la majorité de notre temps sur les OKR, finalement en pratique, où est-ce qu'on va allouer le temps des équipes et où est-ce qu'on a passé notre temps sur un trimestre. Donc c'est un exercice que je vous invite à faire, que vous fassiez d'ailleurs du pilotage par OKR ou pas, parce que c'est souvent très instructif, et on a découvert plusieurs choses intéressantes. Bon, la première, c'est que quand même, on a passé la majorité de notre temps à travailler les OKR, avec un ratio qui est plutôt bon, qui tourne autour de 70% du temps. Pour info, moi j'ai un passé de consultant, donc c'était des choses qu'on mesurait souvent, que j'ai mesurées dans des petites boîtes, aussi dans des plus grosses. Les entreprises les plus grosses, avec les plus gros assets à gérer, avec un parc informatique conséquent, etc., vous observez parfois des ratios inverses, c'est-à-dire plutôt 30% sur de l'innovation ou du nouveau, et 70% sur de la maintenance. Donc la première chose, c'est qu'on s'est dit, nous, en fait, déjà, on est plutôt content, vu la taille de meilleurs agents, vu notre phase de développement, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle de passer du temps sur plutôt de l'innovation, et en tout cas de la nouvelle feature et de l'atteinte d'objectifs. Deuxième chose, alors c'est ce qu'on a appelé MCO, derrière on cache en fait les bugs et tout ce qui est maintenance en conditions opérationnelles de notre plateforme, donc faire en sorte qu'elle fonctionne, qu'elle passe à l'échelle, etc. Environ 20% de notre temps. Et le reste, c'est souvent quelque chose qu'on met un peu sous le tapis, et notamment dans une phase de croissance d'entreprise, il faut recruter. Et du coup, quand on recrute, les équipes grossissent. Et si on veut avoir des gens impliqués, qui sont alignés sur les objectifs, faut passer du temps, toutes les semaines, se réaligner, faire des one-on-one, etc. Et ça, en fait, quand vous l'appliquez à une équipe qui est pas si grosse que ça, on est une quarantaine entre produits, data et tech, finalement, il y a 14% du temps de cette équipe qui est passé à faire ça. Faire des entretiens, faire des présentations aux équipes, faire des one-on-one, etc. Voilà, donc ça, globalement, c'est notre ratio de temps sur un trimestre. Il y a un certain nombre de changements, donc au-delà de ces points qu'on vous a présentés, changement au CODIR, allocation du temps des équipes, à l'exécution au quotidien, dans la façon de faire du produit, dans la façon de développer, il y a pas mal de choses qui vont bouger également quand vous allez décider d'utiliser des OKR pour piloter vos équipes. Premier point, alors c'est un point je vais passer un tout petit peu de temps dessus. En fait, c'est assez contre-intuitif parce qu'intellectuellement, tout le monde a envie de ce changement, c'est génial, on a de l'impact, il y a du sens dans nos métiers, etc. Mais quand vous êtes tech, à la fin de la journée, quand vous avez des gens qui vous disent subitement « je veux tester vite », donc je vais t'autoriser potentiellement à pousser du code un peu crade en prod parce qu'en fait, je veux vite une mesure pour savoir si c'est le bon truc à développer ou pas, vous avez un espèce de réflexe un peu reptilien du développeur qui est « moi, ton histoire, je la connais ». Ça finit 3 ans après avec des gros bugs en prod, on n'aura jamais le temps de le corriger, et finalement c'est un peu une arnaque. Donc, moi ces réflexions, je les ai accueillies parce que j'ai été développeur, et donc du coup j'ai pu en faire un certain nombre par moi-même, en me disant finalement ce qu'il faut faire c'est rassurer les équipes en établissant une espèce de petit contrat assez clair entre les PM et la tech, sur le fait que certes on va s'autoriser à faire des tests, et je pense que c'est extrêmement important parce que il y a plein de choses, on se dit que c'est une bonne idée, et puis finalement, quand on a les quelques mesures, ça n'a pas beaucoup d'impact. C'est quand même très dommage de passer un trimestre à le développer si ça ne sert pas à grand-chose. Mais par contre, le contrat, c'est le suivant. On va te demander d'aller vite et de nous faire confiance là-dessus. Par contre, si le test est concluant, si on atteint bien l'objectif qu'on veut, etc., tu auras tout le temps nécessaire pour industrialiser et faire les choses proprement. Donc écrire des tests, éventuellement refaire un certain nombre de choses, en tout cas prendre le temps, selon les standards qu'on s'est définis, de développer les choses correctement. Et une fois que vous avez fait ça, globalement, vous avez des équipes qui ont déjà un peu plus envie de jouer le jeu. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on est capable de tester, d'apprendre vite. Donc une fois qu'on a passé ce contrat, c'est devenu un réflexe pour nous. En fait, on crée un ticket d'A/B test. Dans Jira, on utilise Jira. On crée le ticket qui dit je supprime l'A/B test et j'industrialise le code. Puis comme ça, au moins, c'est prévu, c'est marqué, on est tous conscients qu'il est là.
Ça nous permet en fait de faire des maquettes un peu en bois, d'aller plus vite sur les sujets de test, de mettre ça à l'eau le plus rapidement possible. On fait une QA super légère, parce qu'évidemment on est toujours dans le cas de si on livre quelque chose en production qui marche pas, la seule chose qu'on apprend à la fin, c'est que ça marchait pas parce que c'était buggé, et pas parce qu'il y avait un problème sur la fonctionnalité. Donc on prend quand même le temps de bien faire les choses, et ça nous permet de multiplier les apprentissages. Ça peut aller de je change le wording d'un bouton et ça prend 2 minutes dans une pièce et puis au bout d'1 heure c'est en prod, à des tests parfois beaucoup plus gros. Nous on s'appuie beaucoup sur le numéro de téléphone du particulier quand il crée un compte. Évidemment, comme tout le monde, on s'est demandé, et si on ne demandait plus le numéro de téléphone, qu'est-ce qui se passerait sur la conversion? Sauf que ce numéro de téléphone est un identifiant dans plein de systèmes internes chez nous. Donc au final, ce test-là coûtait aussi cher que d'industrialiser. Donc du coup, on a fait les choses bien du premier coup. On n'est pas non plus parti bille en tête, on fait que des tests parce qu'on s'est dit qu'on ferait des tests. Comme on commence à apprendre énormément de choses, là se pose la question, c'est un bon problème, comment est-ce qu'on va faire pour sauvegarder, partager, retrouver nos apprentissages? Parce qu'en fait, ces apprentissages qu'on fait aujourd'hui, dans 6 mois, c'est peut-être les faits qui vont augmenter la confiance qu'on aura dans les projets qu'on va mener. Donc on a mis en place un template qui est assez simple. En fait, c'est le template que tous les PM utilisent chez nous, où en gros, on liste les faits qui nous ont poussés à nous dire pourquoi est-ce que ça, c'est une bonne idée. On liste l'hypothèse qu'on a voulu valider avec le test, la maquette qui correspond au test sur le côté, le test qu'on va réaliser, est-ce que c'est un AB? Donc là, on a fait un AB, on a retiré un bout de formulaire à 30% de nos visiteurs sur la plateforme. Le résultat qu'on a obtenu, on a gagné 4 points de performance avec ce retrait. Et donc ça nous permet en fait de conclure, et cet apprentissage, on sait ce qui se passe aujourd'hui quand on touche à ces questions sur ce formulaire. Et donc le jour où on va vouloir refaire un formulaire et peut-être remettre ces questions, on connaîtra l'impact à l'avance. Donc ça nous permet d'avoir un format uniforme, c'est hyper important, parce que comme on commence à tester 10, 15, 20 choses par sprint, x2, puisqu'on a 2 équipes comme ça en parallèle, en fait ça commence à faire beaucoup d'apprentissage, et donc on a ressenti le besoin de normer un petit peu ça. Évidemment, on jette beaucoup de choses. Régulièrement, on se pose dans l'équipe et on se dit, mais imaginez si on avait tout développé du premier coup, le temps qu'on aurait perdu. Et en plus, ça fait mal au cœur, parce qu'on aurait passé vraiment du temps à bien industrialiser les choses et on aurait jeté tout ça. Et donc du coup, on se pose cette question régulièrement. Et puis des choses, on en jette. On n'a pas toutes les bonnes idées du premier coup. Donc ça nous permet de tester énormément. Bon, et puis je reviens sur le sujet de l'industrialisation. Il y a quand même quelques idées qui marchent de temps en temps, heureusement. Du coup, à ce moment-là, on prend le temps de bien les faire. Donc je vous ai donné un certain nombre de caractéristiques tout à l'heure, automatiser vos tests, avoir les revues de code qui vont bien, repasser toute la QA qui va bien, etc. Il y a d'autres choses qui peuvent se passer avec des effets d'échelle. C'est-à-dire que vous avez fait un test à 10% de votre trafic pour vérifier une métrique, ça fonctionne très bien. Bon, maintenant, vous avez quelques millions de visiteurs sur votre site tous les mois, vous passez à 100%, et en fait, l'effet d'échelle peut faire que, tout bêtement, en termes d'architecture technique, en fait, ça ne fonctionne plus, les temps de réponse sont plus bons, il faut retravailler ça. Donc industrialiser, ça veut dire aussi ça veut dire qu'une fois qu'on a validé ce test, le faire proprement et faire en sorte que tous les utilisateurs de la plateforme puissent en profiter, il y a peut-être des fois du travail qui peut être assez conséquent. Et ça, c'est un point qu'il ne faut pas négliger, parce que forcément, quand vous vous mettez à tester vite, à produire des résultats vite, vous créez aussi des réflexes dans la tête de tout le monde qui est « bon, c'est bon, le boulot est fait, quoi. Voilà, on a vérifié que le test marchait, on a la métrique, donc il n'y a plus de boulot à faire. » Donc c'est important d'expliquer ça, d'éduquer aussi un petit peu le reste de la boîte sur le sujet, parce que parfois, industrialiser, ça peut vouloir dire passer 2 mois à plusieurs techs pour faire en sorte que les choses soient faites correctement. Du coup, en fait, on revient régulièrement à ce schéma dans l'entreprise. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le schéma en fait en 2 phases. On a une phase de discovery où on est plus en phase de recherche. Donc, on considère que nos tests sont dans cette phase, et une phase de delivery. Et donc, du coup, toute la question qu'on se pose, c'est où est-ce qu'on en est dans les projets? Et c'est pas parce que la phase de discovery a permis de conclure que le projet était bien, que la feature, on va vouloir l'industrialiser, que l'industrialisation est faite. Et donc, en fait, c'est juste on va se déplacer dans la partie droite de ce schéma. Donc on essaie d'avoir ce modèle mental dans toute l'entreprise, à tous les niveaux, ce qui nous permet aussi de se dire, là j'étais en phase de discovery, j'ai compris des choses. Maintenant il me reste toute la question de quand je vais mettre à 100%, est-ce que ça va marcher? Et comment est-ce que je vais faire pour améliorer mon système, mon architecture pour mettre à 100%? Parfois ça peut être très long, parfois là on a un exemple en ce moment, on travaille sur un sujet, en fait on a testé en 1 semaine que ça fonctionnait, sauf que l'archi à monter derrière va nous prendre plusieurs mois. Donc du coup, effectivement, il faut gérer ce côté qui peut être parfois un peu déceptif. On a l'impression que ça marche, on a communiqué, c'est bon, on a testé, ça fonctionne. Par contre, tout ce qu'on a fait, il faut le jeter. Et il va falloir repasser 3 mois pour vraiment le faire maintenant. Donc ça, il faut qu'on soit bien aligné. Donc on ait ce modèle partagé dans l'entreprise. La communication. C'est évidemment un sujet clé, puisque en fait, ce que vous avez fait quand vous avez demandé à une entreprise de vous faire confiance pour piloter des équipes produits et tech sur la base d'objectifs chiffrés, de leur donner de l'autonomie pour être capable d'impacter cet objectif, il y a forcément un moment un peu bizarre où tout le monde va se poser la question de « mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ?»
Et donc du coup, c'est très important de passer du temps à expliquer ce sur quoi vous travaillez, quelles hypothèses de travail vous avez prises, etc. Donc communiquer, 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 vous le verrez par la suite. Nous, on était persuadés qu'on avait fait ça super bien. C'était pas exactement le feedback de tout le monde chez nous. Donc voilà, c'est vraiment un sujet en tout cas qui est clé. Parce que je ne pense pas que ça soit ce genre de changement d'organisation que vous pouvez faire à la hussarde dans un coin en vous disant subitement c'est super, on a de l'autonomie, on fait un peu ce qu'on veut, etc. Je pense qu'au contraire, c'est un effet très pervers potentiel de ce changement, c'est-à-dire donner l'impression à tout le monde que ça y est, on a créé un petit endroit là où il y a des produits, des techs, des UX qui font un peu ce qu'ils veulent, sans forcément réfléchir aux contraintes des autres. Donc évidemment, c'est pas du tout ça qu'on fait. Par contre, il faut rassurer au quotidien, expliquer, etc. pour simplement conserver le bon niveau de confiance, être capable de mener ce changement, et puis à la fin, tout simplement prouver que c'est une méthode de travail qui est efficace pour tout le monde et à laquelle tout le monde peut contribuer. Alors, de manière très concrète, nous, on suit des rituels agiles assez classiques, notamment toutes les 2 semaines, il y a la fameuse démo. Toute la boîte est invitée pour voir ce qu'on a pu produire sur les 2 dernières semaines. Le petit changement que ça apporte d'utiliser des OKR pour piloter les équipes, c'est qu'on va faire 2 choses dans cette démo. On va évidemment montrer des features qu'on a industrialisées, présenter la façon dont ça fonctionne, une démo tout à fait classique. Mais ce qu'on va partager également, c'est toutes les fiches d'apprentissage que Christopher a pu montrer. Donc en fait, on a fait un ou plusieurs tests sur ce sprint, sur un certain nombre de sujets. Voilà ce qui a fonctionné, voilà les chiffres du coup qu'on a obtenus, voilà ce qui a moins bien marché. Et encore une fois, voilà les chiffres qui nous permettent de conclure que ça ne fonctionne pas. Là où c'est important de faire ça, c'est qu'en fait, si vous avez fait contribuer tout le monde pour atteindre un objectif, vous avez potentiellement plusieurs personnes chez vous qui ont proposé des idées, et voire même qui ont proposé des idées qui sont en train d'être testées. Ça peut être super déceptif pour quelqu'un d'avoir proposé quelque chose, d'avoir pris le temps de le formaliser, etc. Et finalement de ne pas avoir l'explication un peu rationnelle du pourquoi on ne va pas aller plus loin sur son idée et qu'on a décidé de la jeter à la poubelle. Donc pareil, c'est de la com, mais le but c'est d'avancer ensemble dans la boîte pour construire les choses et construire le produit, etc. Les choses qui marchent et les choses qui ne marchent pas, et prendre les quelques minutes nécessaires pour expliquer, partager pourquoi on a eu les apprentissages suffisants pour décider de tuer une idée ou de tuer un sujet. C'est particulièrement important de le faire. Et donc là, comme je vous le disais, alors nous on était persuadés qu'on avait réussi, qu'on était des grands communicants. Du coup, moi ce que j'ai appris, je suis revenu à la théorie, il y a un émetteur et un récepteur quand on communique. Nous, côté émetteur, on était contents, côté récepteur, c'était moins le cas. Et il y a quand même eu un petit peu l'impression de l'anarchie produit tech, des gens qui décident un peu de ce qu'ils ont envie de faire sans forcément consulter les autres. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a raté, probablement parce qu'on ne s'est pas vu assez, c'est-à-dire on a laissé beaucoup de délai entre le moment où on a commencé à travailler comme ça et le moment où on s'est posé, notamment avec le CODIR pour expliquer ce qu'on faisait. Et du coup, si c'était à refaire ou si vous avez envie d'essayer la même chose, je vous suggère de vraiment vous reposer 10 fois la question de cette communication. Oui, sur ce sujet du coup de l'écart, en fait, on a laissé quasiment 4 mois avant de se revoir. Donc on a mis les équipes en autonomie, on leur donnait des objectifs chiffrés, puis elles ont bossé 4 mois. Elles n'ont pas forcément toujours communiqué sur pourquoi elles avaient rejeté des idées, en plus qui venaient du CODIR. Donc voilà, ça a créé un peu de frustration. Du coup, on s'est replongé dans la littérature. Il y a plein de gens très bien qui ont ces problèmes. Le timing souvent qu'on voit dans, vous regardez Intercom, Basecamp, etc., c'est 6 semaines. Le bon délai pour mettre une équipe sur un sujet, c'est 6 semaines. Alors pourquoi 6 semaines ? Parce qu'en fait, en 6 semaines, c'est suffisamment court pour qu'on se rappelle ce qu'on avait dit qu'on ferait. Donc on n'a pas repassé 1 heure à se dire « alors oui, rappelle-toi, j'ai fait ça parce qu'on s'était dit que », et suffisamment pour avoir fait des choses, donc pour commencer à montrer des résultats. Et donc du coup, là, ça fera notre 3e meeting. Donc toutes les 6 semaines, on se pose, les 2 équipes viennent présenter leur réalisation des 6 dernières semaines, leur plan pour la suite, pour continuer d'essayer d'atteindre leur objectif. Parfois, le plan peut être aussi, on arrête. En fait, notre apprentissage, c'est qu'on n'arrivera pas à l'atteindre. On est allé au max de ce qu'on pouvait faire, donc il faut qu'on change. Et du coup, cette communication régulière, elle nous aide vraiment à aligner l'entreprise et à avoir tout le monde quelque part d'accord. Donc voilà, donc c'est des structures, on a fait des comités de pilotage et n'hésitez pas à regarder. En 2005 à Netflix, le VP produit se posait déjà ces questions aussi. Il avait écrit un très bon article dessus, donc ça vous pouvez jeter un œil. C'est assez documenté. Et du coup, ça marche beaucoup mieux depuis qu'on fait ça, sur cette communication. Alors pour conclure sur la mise en place de cette méthode, comme on le disait, on est encore au milieu du gué, on vous a donné quelques astuces, quelque chose qu'on a essayé de mettre en place pour corriger, notamment ce fameux meeting des 6 semaines. Il y a eu des succès, il y a eu des choses qui ont moins bien marché aussi, il y a eu des échecs. Le premier succès qu'on a constaté, c'est quand on a mis en place cette méthode, il y a eu un niveau d'énergie incroyable.
Et donc en fait, l'hypothèse qui était qu'on va mettre les gens derrière le même objectif, ils vont tous pousser beaucoup plus fort, quand on va autonomiser les gens, quand on va ne plus mettre les devs en bout de chaîne et juste leur dire, bah tu sais, je t'ai fait la user story, je t'ai fait l'aspect, t'as plus qu'à développer, qu'on va plutôt un petit peu discuter sur le fond, sur pourquoi est-ce qu'on développe ça. Ça nous a permis de collecter plein d'idées. D'un seul coup, notre vélocité, qu'on mesure régulièrement, a augmenté. Voilà. Le seul changement qu'on a fait, c'est passer sur cette méthode-là. On allait plus vite à développer. Tout simplement parce qu'il y avait un meilleur niveau d'appropriation des sujets. Puis les équipes étaient motivées, elles sentaient qu'elles pouvaient avoir vraiment un impact et elles comprenaient sur quoi elles travaillaient. Quelque chose qui a moins bien marché chez nous, c'est qu'il y a eu vraiment une adoption à 2 vitesses. En fait, si quand on présente l'idée, je pense que dans la salle, personne ne va me dire autonomiser les équipes, c'est complètement idiot, c'est pas ça qu'il faut faire en 2018, c'est beaucoup mieux quand les gens réfléchissent pas et qu'ils bossent en chambre. Voilà, Donc intellectuellement, tout le monde est aligné quand on dit on va mettre en place ce type de méthode. Maintenant, quand concrètement il faut le faire, en fait, c'est pas simple. Alors, il y a eu des freins. Il y a eu le frein avec les développeurs qui ont eu peur qu'arrive le moment où on leur dise oui, maintenant que tu as fait cet A/B test un peu vite, c'est bon, on va passer à autre chose. Donc, ce fameux contrat avec eux, on ne l'avait pas établi au démarrage. Donc, ça, il a fallu l'établir. Ce qui a un peu ralenti l'adoption de la méthode côté technique. Et aussi, côté produit, c'est beaucoup plus exigeant. En fait, c'est pas juste prendre une idée, s'assurer que les stakeholders ont dit les bonnes choses et puis le traduire en une spécification. C'est vraiment challenger toutes les idées, revenir aux hypothèses, trouver la data qui prouve ou improuve cette hypothèse et être capable de suggérer des tests, d'avoir un plan de test, etc. Donc c'est pas vraiment juste la gestion du sprint, c'est pas le rôle du PO, on est passé à beaucoup plus que ça. Donc ça nécessite aussi de la formation en interne, quand pendant des années on a plutôt été sur un rôle PO et qu'on passe à vouloir faire l'intégralité de ces tests. Donc ça a un peu ralenti l'adoption. Avec le recul, je pense qu'on aurait pu mieux prévoir et former et communiquer aussi à ce niveau-là. Autre point, quand vous vous mettez à faire des tests et du coup à souvent pousser des tests très rapidement, vous pouvez avoir un petit risque qui est, tout le monde se dit c'est génial, les équipes ont l'air d'avoir un niveau de productivité incroyable, donc je vais en profiter pour filer tout un tas d'idées et de sujets. Et on va avoir tendance en fait à surparalléliser le travail et le nombre de sujets qu'on va vouloir traiter en parallèle. Donc pareil, je ne vous refais pas la théorie sur le sujet, il y en a plein qui expliquent que trop de sujets en parallèle, ça tue tout simplement la vélocité d'une équipe. Nous, la métrique sur laquelle on atterrit, c'est sur des équipes, des impact teams qui font environ 10 personnes, produits et tech. La bonne métrique, c'est qu'on est capable de traiter à peu près 2 sujets en même temps. Alors ça peut être plutôt 2 sujets industrialisés, ou ça peut être un gros sujet et plusieurs tests, mais globalement, voilà, c'est le bon ratio qu'on a sur ces équipes, et c'est ce qu'on essaye de ne pas dépasser. Autre point, on vous l'avait dit, et ça c'est la chasse au gaspillage. Donc Christopher comme moi, on est très fan de tout ce qui est lean management, etc. En fait, ça nous permet tout simplement de virer plein de gaspillage. On sait tuer des projets, on sait arrêter des idées, on sait les arrêter suffisamment tôt. Et je crois que dans une boîte comme la nôtre qui est en phase de très forte croissance, c'est plutôt une bonne nouvelle pour avancer dans le bon sens et produire le juste nécessaire pour atteindre nos objectifs. Et le mot de la fin, du coup, quand on passe sur ce type de méthode, il s'est passé un truc super intéressant chez nous. Moi, quand je suis arrivé, donc il y a 1 an et demi chez Meilleurs Agents, on n'arrêtait pas de dire à Nico, on va pas assez vite, il n'y a pas assez de développeurs. Recrute. Bon, il a recruté, donc on a corrigé un bout du problème. Mais en fait, d'un seul coup, on est passé à ce type de méthode. Et finalement, on est passé avec des PM qui étaient plutôt sur la partie spécification, à des PM qui doivent faire l'intégralité de l'animation de l'équipe, de l'animation de ses plans de test, de réaliser les tests, de s'organiser avec l'UX pour les faire, etc. En fait, on est un peu revenu à l'intégralité du métier du PM, et pas juste au rôle du PO, du Product Owner dans l'équipe. Et ça a créé un truc un peu bizarre, d'un coup, on est devenu le goulot d'étranglement de l'entreprise. En fait, d'un seul coup, il n'y avait plus du tout assez de PO pour mener en parallèle toutes ces phases de test, toutes ces phases d'apprentissage, les documenter, les communiquer et faire tout ça très bien. Et donc, on a eu un peu ce moment au début de l'année où on s'est rendu compte qu'il nous manquait beaucoup de gens dans l'équipe. Donc, message non subliminal, on recrute. Vous pouvez venir me voir à la fin. Mais au-delà de ça, c'était super intéressant que juste ce changement et finalement cette réappropriation un petit peu du produit et des phases de test par les product managers, ça implique forcément une charge supplémentaire de travail pour eux. Moi, je la trouve hyper saine parce que ça veut dire qu'on revient à faire vraiment le métier qu'on doit faire, à comprendre nos utilisateurs, à mener des tests. Mais ça nécessite forcément plus de gens dans les équipes. Et donc, si vous faites ce changement et que vous êtes déjà ric-rac dans l'équipe produit, a priori, ouvrez des postes assez rapidement parce que ça va secouer assez vite. Merci. Merci. Merci à tous les deux. On a déjà plein de questions. Si vous voulez en poser davantage, a.wisembly.com, le mot-clé LPC1. Pour revenir d'abord à la toute genèse, Meilleur Agent, 10 ans, qu'est-ce qui a déclenché au bout de 7 ans cette hypercroissance et tous ces changements ?
Le fameux pivot. On avait un business model sur lequel on prenait une partie de la transaction, donc c'est-à-dire que en fait, on accompagnait des gens qui avaient un projet de vente immobilière, on les mettait en relation avec une agence immobilière, et si l'agence allait au bout de la vente de ce bien, dans ces cas-là, elle nous rétrocédait une partie de sa commission. Donc finalement, un business model d'apporteur d'affaires. On fait toujours ça, et on a complété ce business model par un business model par abonnement, donc avec des métriques qui ressemblent plus à des métriques SaaS. On regarde un MRR, on regarde un ARR, etc. Et du coup, sur un pivot assez simple qui est de proposer une offre ouverte à toutes les agences immobilières en France, parce que vous l'imaginez bien, quand vous prenez la commission d'une agence immobilière, il y en a plein qui n'ont pas envie de travailler avec vous sur ce modèle-là. Donc simplement, en fait, on leur permet maintenant de se rendre visible sur les parcours clés des utilisateurs sur notre site. Donc en gros, c'est une offre qui est une offre de visibilité pour les agences immobilières sur notre site, et du coup de profiter de la mise en relation potentielle entre un particulier sur le site et cette agence immobilière, qui est simplement un abonnement à payer mensuellement pour profiter de ce service. Et pour vous donner la métrique, du coup, on est passé de 700 agences immobilières clientes il y a environ 2 ans et demi de ça, à plus de 10 000 agences immobilières qui sont clientes aujourd'hui. Donc on a vraiment ce fameux hockey stick de la croissance que vous pouvez voir certaines fois. Voilà, on l'a observé à ce moment-là, mais après 7 ans d'existence. Christopher, cette question est plus pour toi. Tu parlais dans les prérequis de co-localité avec les développeurs, le fait d'être sur la même table. Alors c'est génial pour un product manager de pouvoir poser plein de questions et avoir la réponse en direct, mais pour un développeur, être interrompu en permanence, c'est pas le... Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Excellente question. En fait, on a beaucoup lu, je ne sais pas si vous avez vu le très bon article Manager Schedule versus Doer Schedule, où en fait, c'est quelque chose qui explique que globalement, le manager et sûrement le product manager, vous avez sûrement votre journée qui est découpée plutôt en tranches d'1 heure ou 2 heures d'affilée de travail, là où les développeurs sont plutôt sur des demi-journées, voire même une journée entière, et donc en fait ils rentrent dans un flow de travail, il ne faut pas les interrompre. Et donc ça, on a été vachement attentif à ça. Du coup, en équipe, on s'est mis d'accord sur les moments où on s'autorisait à mettre des réunions, typiquement plutôt tôt en début de journée, ou vraiment fin de journée. Comme ça, on n'interrompt pas et on risque pas de casser une période de productivité. Et puis après, les astuces à peu près classiques de quand j'ai mon casque, c'est que je suis occupé. On a Slack en interne, donc on fait aussi de l'asynchrone. C'est vrai que ça peut paraître bizarre au début. On va parler au développeur qui est assis en face par Slack, mais il a son casque et on sait qu'il aura coupé les notifs s'il ne veut pas nous répondre à ce moment-là. Donc vraiment, on est capable d'avoir on a quand même sanctuarisé des moments où on peut travailler et on ne dérange pas les gens. Donc l'idée n'est pas je te tape sur l'épaule dès que je peux. Nicolas, donc les développeurs chez vous sont capables de changer d'un sujet à un autre. Déjà, comment est-ce que c'est possible? On a déjà un peu parlé ensemble, mais niveau tech, ça serait bien d'expliquer un peu plus derrière. Et surtout, comment est-ce que vous arrivez à garder une efficacité alors que potentiellement vous changez souvent de sujet? Alors c'est une très bonne question. Évidemment, le pic d'efficacité, quand on fait ça, on l'atteint plutôt à moyen terme, c'est-à-dire quand les développeurs ont eu suffisamment le temps de passer sur un certain nombre de pans fonctionnels de la plateforme. Donc ça, c'est sûr, il n'y a pas de miracle là-dessus. Après, d'un point de vue technique, tout simplement parce que déjà, nous, en termes de back-end, on a adopté une architecture assez classique. En gros, on a APIfié tout ce qu'on avait à APIfier. Et que du coup, tout est fait avec le même langage, avec la même façon de faire. Donc c'est du Python pour nous, mais je pense que la techno et le langage importent peu. Mais en tout cas, sur ce back-end, il y a une façon vraiment homogène de faire les choses, d'accéder à la donnée, de la stocker, etc. Ce qui fait que déjà, sur toute cette partie-là, qui est assez complexe, ça permet de switcher assez facilement. Sur le front, c'est différent, puisque sur la partie grand public, on fait du web assez classique. Sur les outils pour les agences immobilières, on fait du React, qui était une grande envie dans l'équipe tech d'utiliser ce framework. Là, en fait, on a fait l'effort de former les devs à la fois à une techno, à la fois à l'autre techno. Donc à l'occasion d'un projet notamment ou d'un développement d'une feature, de binomer entre quelqu'un qui est déjà assez expert de la techno, quelqu'un qui la connaît pas encore. En fait, de toute façon, il faut faire circuler la connaissance. De toute façon, moi j'ai une conviction qui est que si vous voulez garder les gens, au moins à moyen terme, on leur demande pas de se projeter à 10 ans, mais il y a quand même une responsabilité de l'entreprise vis-à-vis des personnes que vous embauchez qui est de leur permettre de se former, d'apprendre des nouvelles choses, etc. Et je crois qu'en fait, le gain de temps au global et le gain de motivation qu'il y a à traiter plusieurs sujets, à apprendre d'autres technos, mais je pense qu'il est bien supérieur à l'effort qu'on a fait pour les former et leur apprendre à travailler sur plusieurs choses. Donc voilà, concrètement, pas de recette miracle, passer du temps un petit peu à investir, etc. sur ces différents sujets. Et par contre, un back-end qui est commun à tout le monde. Voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler qui exactement vous mettez dans ces Impact Team? Est-ce que vous avez des gens en dehors de la tech, du produit? Et comment vous collaborez potentiellement avec ces gens-là? Alors en fait, une Impact Team aujourd'hui, elle a un Product Manager, un Product Owner, un UX Designer et 4 à 6 développeurs.
Donc nous, dans les développeurs, on a des développeurs back-end, des développeurs front-end, comme le disait Nico. Donc ça, c'est l'équipe un peu cœur. Après, évidemment, on va travailler, mais là, un petit peu comme je pense nous tous au quotidien, avec des personnes plutôt des opérations, plutôt les commerciaux. Là, on va plutôt être en recueil. Donc, on a mis des rituels en fait pour récupérer les besoins, pour leur pitcher des idées ou pour collecter. Typiquement, tous les lundis, on déjeune avec des personnes chez nous qui appellent les agences immobilières pour leur vendre nos solutions et pour les accompagner. Ce qui nous permet de récupérer du feedback régulièrement. Il y a aussi les équipes marketing où elles nous aident beaucoup sur toute la partie communication, wording sur le site, champ lexical pour s'assurer que le site soit cohérent. Des choses toutes bêtes, mais quand je suis arrivé, le grand débat qu'on avait, c'est est-ce qu'on met l'infinitif ou pas sur les boutons. Contactez-nous, EZ ou ER. Bon, grand débat. Au-delà du débat, peu importe, on n'a pas à B-tester ça, donc on n'a pas encore le bon chiffre, mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est d'être cohérent. Et donc là, clairement, l'équipe marketing a un grand rôle à jouer auprès de nous. Il nous aide énormément à rester cohérent sur ces sujets-là. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on avait l'UX designer, mais c'était plus par force des choses qui était Goal Volant. Donc on en avait un pour 2 équipes, ce qui était très compliqué pour lui. Il a vécu 6 mois un peu intenses. Là, on en sort, on a recruté, donc vraiment avoir un UX par équipe, c'est important pour nous. Ensuite, on a beaucoup de questions sur finalement comment mettre ça en place aujourd'hui dans une entreprise. Tout d'abord au niveau du codir. Si un codir n'est pas convaincu, se pose des questions. Je sais qu'il y a eu quelques frictions, vous en parliez. Comment est-ce que vous avez réussi à mettre tout ça en place ? Alors, premier point, je pense que si vous avez un codir qui est vraiment contre l'idée, je pense que ça sert à rien de le faire. Parce qu'en fait, il faut un minimum, je pense, d'alignement dans une structure, qu'elle soit petite ou plus grosse, pour opérer un changement de ce type-là. Et de toute façon, si vous n'avez pas un codir qui va donner des OKR, filer des objectifs, vérifier que ça va dans le bon sens, etc., je pense que c'est assez contre-productif de faire un changement pour faire un changement. Donc ça, c'est le premier point. Après, c'est beaucoup de com, encore une fois, c'est beaucoup de discussions, c'est aussi beaucoup d'exemples, parce que, encore une fois, c'est ce que Christopher disait, finalement, on a synthétisé pas mal de méthodes de pas mal de boîtes qui ont plutôt du succès, Intercom, Netflix, voilà, c'est plutôt des gens qui ont bien réussi à faire des bons produits. Donc c'est aussi passé beaucoup de temps à expliquer ça, et je pense après avoir des fondamentaux un peu culturels, qui est que d'avoir la conviction de l'effort de recrutement et la qualité des gens qu'on a recrutés, ça mérite aussi de leur donner de l'autonomie et de les faire réfléchir sur ce sujet. Et ça, nous, c'était un fond de culture qu'on avait déjà chez Meilleurs Agents. Par contre, voilà, si la question était si j'ai un codir qui veut pas du tout, est-ce que j'y vais ou pas, évidemment, mon conseil, ça serait de ne pas le faire. Pour compléter sur ça, ce qui est aussi intéressant, c'est que moi, quand je suis arrivé il y a 1 an et demi, en fait, c'est toi, quand tu es arrivé, qui a mis en place la partie agile, Scrum. Donc en fait, il y a déjà eu quasiment 1 an et demi où ils se sont rodés sur on fait des sprints, c'est ça le nouveau rythme de livraison de l'entreprise. On a passé quasiment 1 an sur la partie maintenant comment est-ce qu'on vérifie qu'un projet est une bonne idée ou non, parce qu'avant on y allait avec voilà, on a ce projet, on va le dérouler le plus vite possible. Et donc quelle méthode on peut mettre en place, et donc c'est là où on a mis en place tout l'AB test, les plans de tagging et compagnie. Et donc du coup il y a aussi des phases qui permettent d'arriver un peu à un momentum dans l'entreprise où on est prêt à le faire. Donc comme disait Nico, c'est vrai que si le codir ne veut pas du tout, il n'y a pas de raison de switcher, mais pensez aussi, est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous pouvez déjà faire, notamment sur la partie produit, pour convaincre que mettre en place ces méthodes, ça va aider l'entreprise et pas la ralentir. Et si ça c'est gagné, ça sera plus simple ensuite d'autonomiser les gens. Voilà, mais du coup, je pense que Christopher vous a dit quelque chose d'intéressant. Au final, et malgré le fait qu'on était hyper convaincus que c'était la bonne façon de travailler, si vous faites la somme des 2 phases, 1 an et demi d'appropriation de l'agile, des rituels, des méthodes, etc., plus entre 9 mois et 1 an sur la partie OKR. Donc ça fait, dans tous les cas, pour une entreprise comme nous qui est quand même de 200 personnes, donc c'est pas gigantesque non plus, vous voyez que même dans un contexte comme ça prend déjà beaucoup de temps à mettre en place. Et du coup, faut beaucoup d'énergie et déjà de croire vous-même au fait que ça va améliorer des choses, quoi. Voilà. Une question sur les projets que vous tuez. 1, qui décide concrètement de les tuer? Et 2, est-ce que ça vous arrivait à revenir, de retravailler sur des projets que vous aviez initialement tués? Qui décide, Christopher? Le dernier qu'on a tué, c'est nous, en fait. C'est l'équipe à ce meeting de 6 semaines où on a dit on a vachement bossé dessus, on y croyait très fort. D'ailleurs, avec le recul, on a surinvesti. On a même un peu trop bossé. On aurait pu se rendre compte plus tôt que ça marchait pas. Est-ce que tu peux détailler juste dans ce comité de pilotage que vous avez toutes ces 6 semaines, qui est inclus là-dedans? Alors oui, dans le comité de pilotage toutes les 6 semaines, donc il y a le comité de direction, il y a product manager, en fait il y a l'équipe. Donc le comité de pilotage aujourd'hui, on a 2 équipes, il dure 1h30, 45 minutes par équipe. C'est plutôt le product manager qui prend la parole et qui explique. Les premiers, on les a pas fait en présence de l'équipe et c'était dommage. Donc là, on s'est dit, on va inviter l'équipe sur les 45 minutes qui la concernent.
Et du coup, à ce moment-là, pour détailler un petit peu ce qu'on fait, on explique vraiment concrètement ce qu'on a testé. Pas dans le détail, on ne reprend pas chaque fiche d'apprentissage, mais globalement ce qu'on a appris. Et ensuite, on formule une suggestion. Et donc la suggestion du dernier qu'on a fait, c'était de tuer un des projets. C'est un parcours qu'on faisait pour suggérer la meilleure agence immobilière aux particuliers. Et en fait, ce parcours en lui-même avait un taux de conversion vraiment déplorable. Et du coup, on a testé des choses, on a fait des variantes de ce parcours pendant 6 semaines. Il n'y a rien qui remonte le taux de conversion. Et donc là, du coup, on est arrivé à un moment où on s'est dit, ça ne fonctionne pas, donc on va abandonner ce parcours. Par contre, on n'a pas abandonné l'idée de recommander la meilleure agence, et donc on va l'intégrer à un autre parcours. Donc on continue de travailler l'idée, mais vraiment la réalisation qu'on avait faite n'était pas la bonne, et donc ça, on l'a abandonné. Après, est-ce qu'on a retravaillé vraiment sur un truc qu'on avait décidé complètement d'arrêter, de jeter à la poubelle? À ma connaissance, non. En tout cas, pas pour le moment. Et dernière question en rapport avec votre dernier slide, une récompense de 250 000 $ pour trouver des product managers. On peut vous prendre au mot? Alors non, et on avait mis Dead or Alive, faites gaffe, on les préfère vivants. Merci à tous, on se revoit. Merci. Merci. Merci.